Plein feu sur le sésame ce week-end à Dédougou. Les deuxièmes journées promotionnelles du sésame offrent des opportunités d'affaires aux producteurs et transformateurs, mais sont aussi une occasion pour réfléchir sur la meilleure stratégie pour booster la filière sésame au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a annoncé des mesures fortes pour soulager les populations. Parmi ces mesures, la gratuité des soins de santé de la mère et de l'enfant de 0 à 5 ans. Pour en parler, nous avons sur notre plateau pour ce Midi Magazine le ministre de la Santé, le docteur Soumaïla Ouedraogo. Et le poste de contrôle juxtaposé de Sankansé qui a mal à son fonctionnement. L'administration douanière du Togo s'est retirée. Que se passe-t-il exactement pour cet instrument mis en place à coups de milliards pour faciliter la circulation des personnes et des biens entre le Burkina Faso et le Togo? La réponse dans ce journal. Voilà, ce sont les titres de ce Midi Magazine. Bonjour à tous et merci de votre attention. Pour ouvrir ce journal, donc, nous mettons le cap sur Dédougou où le sésame est sous le feu des projecteurs. Ce week-end, les journées promotionnelles du sésame donnent à voir tout le potentiel dans cette filière au Burkina. C'est aussi un cadre de réflexion pour une production encore plus concurrentielle, d'où le thème de ces journées qui recherchent une stratégie de développement durable de la filière sésame afin d'augmenter les revenus des producteurs. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo et Nayalgdo Paul Sawadogo. Et des biscuits à base du sésame qui ont été mis en exergue lors de cette deuxième édition de la journée promotionnelle du deuxième produit agricole d'exportation du Burkina. Selon les promoteurs, 2 raisons ont motivé cette initiative. Nous avons compris qu'aujourd'hui, avec le sésame, non seulement on peut se nourrir de ça et on peut se faire aussi de l'argent avec ça. On a fait le sésame sucré, il y a sésame salé, il y a pas de sésame, donc c'est une très bonne idée. Malgré les difficultés rencontrées par les acteurs, le sésame burkinabé occupe un rang important sur le plan international et le gouvernement compte soutenir cette initiative pour une émergence de la filière sésame. Nous voulions, au nom du gouvernement, saluer donc la vision et la pertinence de s'organiser de la sorte pour améliorer et les quantités et la qualité donc des productions du sésame. C'est à partir de ces initiatives aussi que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a trouvé important de créer une banque dédiée spécifiquement aux activités de l'agriculture. En 2014, le sésame burkinabé a été déprécié sur le marché international et cette journée a été une occasion pour les différents acteurs de cette filière d'échanger sur les problèmes liés à la production et à la commercialisation du sésame. À Ouéguia, le comité d'orientation du programme de croissance économique du secteur agricole fait le point de la mise en œuvre du dit programme. C'est un programme qui se donne pour objectif la réduction de la pauvreté des ménages au Burkina Faso. La rencontre a donné l'occasion aux participants de visiter les réalisations du PCSA. Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadogo. Une aire d'abattage pour l'amélioration de la filière bétail-viande dans la commune de Yakou. 2 magasins de stockage pour la production du niébé et des sous-produits agro-industriels dans les communes de Togo et Oula. Un quai d'embarquement en complément au marché de bétail de Tiou sont les infrastructures visitées par les acteurs du secteur agricole et leurs partenaires. Cette visite a permis aux participants de la 6e session du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA d'apprécier le niveau de réalisation des infrastructures pour la mise en œuvre du nouveau programme. Nous sommes là pour apprécier les acquis de 2015. C'est les rapports annuels et même si c'est quelque chose peut-être un peu abstrait, c'est vraiment très concret parce que dedans on trouve par exemple 58 infrastructures qui ont été réalisées et réceptionnées. Nous notons une pleine satisfaction donc, des bénéficiaires ainsi que des promoteurs donc, de ces infrastructures, mais également aussi une appréciation positive des membres du comité d'orientation. Nous avons constaté également aussi qu'il y a des améliorations à faire. Un atelier de réflexion a également permis aux participants d'examiner les documents soumis par la coordination nationale du PCSA et de proposer des orientations pour la réussite du programme. On est organisé de façon à ce que, de façon périodique, il y ait des sessions pour orienter en fait le programme, faire des recommandations
qui seront reversés au comité de pilotage pour prendre finalement une décision. Le PCESA est financé par la coopération danoise depuis 2013 et vise à améliorer les revenus des ménages et réduire la pauvreté. Il couvre les régions du Nord, du Sahel, de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Ouest. Parlons à présent de ces mesures annoncées par le gouvernement pour soulager les populations burkinabè et nous en venons à notre entretien dans le domaine de la santé. Ces mesures concernent la gratuité des soins de la mère et de l'enfant de 0 à 5 ans. Et pour en parler, notre invité de ce Midi Magazine, c'est le docteur Soumaïla Ouedraogo, ministre de la Santé. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame Douamio. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de ce dimanche. Si vous le permettez, nous allons rappeler rapidement le contenu de ces mesures-là, de la gratuité des soins de la mère et de l'enfant. Okay, merci bien de nous donner l'opportunité de clarifier donc, les récentes décisions du gouvernement en matière de santé. Ces mesures comportent deux volets. Le premier volet, c'est le renforcement de la santé communautaire par le recrutement de 16 000 agents de santé à base communautaire et ces agents seront motivés à hauteur de 20 000 francs par mois. Donc les autres mesures concernent les mesures qui visent à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il s'agit essentiellement de la gratuité des césariennes et des accouchements, que ce soit des accouchements simples ou compliqués. Il s'agit également de la gratuité des interventions pour les cas de fistule obstétricale. Il s'agit également de la gratuité pour ce qui s'appelle les soins néonataux obstétricaux d'urgence. Il s'agit également pour l'enfant de moins de 5 ans de tout ce qui rentre dans ce que nous connaissons depuis un certain temps dans notre pays, la PCIME, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, qui regroupe un certain nombre de maladies qui sont responsables de 80% des décès chez l'enfant. Il s'agit essentiellement du paludisme, des infections respiratoires, les diarrhées chez l'enfant et la malnutrition aiguë, sévère et les infections néonatales. Et pour la femme de façon générale, il y a aussi l'aspect de gratuité de tout ce qui consiste le dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Pour parler de façon spécifique pour ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, il faut savoir que ces cancers, comme tous les autres cancers, ont des stades divers. Si nous arrivons à promouvoir ce qu'on va faire, le dépistage systématique de ces cancers-là, nous avons l'avantage de faire en sorte que beaucoup de femmes qui auraient pu atteindre des formes graves devant lesquelles on ne peut rien faire, et la seule issue en ce moment, ça sera la mort, puissent être sauvées au stade de lésions précancéreuses. Il y a des traitements sur place. En tout cas dans beaucoup de nos CHR pour l'instant, qui coûtent moins cher et l'État est disposé pour prendre ces pathologies en charge. Parlons de la prise en charge des enfants malades de 0 à 5 ans. Vous avez parlé tout à l'heure des pathologies comme le paludisme ou des maladies respiratoires. Et qu'en est-il des autres pathologies telles les cancers de l'enfant qui sont aujourd'hui récurrents et d'autres complications chez ces jeunes enfants-là? Oui, je pense qu'il faut voir dans cette approche une dynamique. Je dis, si les problèmes étaient aussi simples, nous ne les retrouverons pas. Dans l'approche, il y a non seulement renforcer ce qui se faisait, mais également avec une perspective de faire des inclusions de façon progressive. Pour parler du cancer, même si nous le voulons, il y a des types de cancers que notre plateau technique ne permet pas actuellement de prendre en charge. Je vais parler par exemple de la radiothérapie. Et à ce titre-là, il faut savoir qu'il y a une inscription au niveau du budget, la loi rectificative du budget qui sera soumise à l'Assemblée. Donc un accroissement du budget alloué, par exemple, pour la construction du centre de radiothérapie qui est en cours actuellement à Ouagadougou. Donc à l'issue de la construction de l'ensemble de ces infrastructures, nous réévaluons la capacité de l'État aussi à supporter en charge, à prendre en charge donc ces pathologies et aussi la possibilité de leur prise en charge sur place. Pour l'instant, ces cancers ne sont pas pris en charge sur place au Burkina Faso. Alors pour l'entrée en vigueur de ces mesures-là, c'est prévu pour le 2 avril et ça concerne normalement 3 régions. Quels sont les critères de sélection de ces régions-là? Oui, tout choix impose un abandon, ça on le sait, et dans tout choix, il y a un aspect subjectif. Mais nous avons essayé d'être le plus objectif possible. Les critères, c'est essentiellement les indicateurs sanitaires. Nous avons essayé de voir quelles sont les régions qui ont les indicateurs sanitaires les plus bas, les plus mauvais. Et si on veut classer malheureusement, c'est le Sahel, suivi par la région du Nord.
Nous avons également essayé de voir, pour cette mesure, il y a des zones qui présentent des spécificités, les grands centres. C'est dans ce cadre-là que nous avons choisi Ouagadougou, la région du centre, donc toute la région du centre, pour pouvoir bénéficier de la spécificité qu'il offrira, par exemple, la commune urbaine de Ouagadougou. Et aussi, au niveau de l'ouest, nous avons pris le Haut-Bassin, donc pour avoir aussi les spécificités liées donc, à la ville de Bobo, afin de pouvoir tirer des enseignements au cours des 2 premiers mois pour essayer de réajuster ce qui est à réajuster et affiner la démarche. Donc quand on récapitule, ce sont les régions du centre, les régions du Sahel et la région des Hauts-Bassins. Tout à fait. Et qu'est-ce qui va se passer pour les autres régions? À quand donc cette mesure-là sera vraiment généralisée au plan national? Ok, donc c'est une mesure qui s'installe de façon progressive, vous l'avez noté. Donc à partir du 1er juin, donc la mesure est censée être étalée donc, sur l'ensemble des régions du Burkina Faso. Alors, on parle de ces mesures, mais on semble ignorer que ça a un coût, ça a un prix. Et on imagine qu'une gratuité des soins des enfants et des femmes, où est-ce que vous allez trouver le financement pour tout cela, docteur? Bon, le temps imparti ne permet pas de rentrer dans tous les détails. Mais il faut savoir que ce qu'il faut louer en cela, c'est que nous avons affaire à un président qui a pris des engagements et qui ne recule devant rien pour mettre en œuvre ces engagements. Je dis ça pourquoi? Parce que pendant la campagne, il a écrit, il figure toujours dans son programme, qu'il va veiller à établir un pacte national pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Cela suppose qu'il y aura des sacrifices dans des domaines aussi importants que la santé, mais des choix seront opérés. Et à ce niveau, je peux vous rassurer qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons pu, donc à travers le budget de l'État, mobiliser 85% donc, de ces ressources-là. Il reste 15%, environ 3-4 milliards à mobiliser. Nous n'avons pas de doute qu'avec la volonté politique, qui répondent à des attentes de notre population et aussi à des attentes des partenaires techniques et financiers qui étaient déjà en expérimentation de cette mesure dans beaucoup de zones au niveau du Burkina. Nous ne doutons pas que nous pourrons mobiliser auprès de ces partenaires à travers des tables rondes, donc le complément nécessaire. Toujours est-il que nous n'avons pas besoin de toute cette somme-là au départ, mais nous sommes rassurés que le complément, nous pourrons le retrouver. Monsieur le ministre, vous parliez tantôt justement au début de cette interview-là du recrutement des 16 000 assistants de santé. On peut avoir une idée de comment cela va se passer. On sait que dans le passé, ça existait, mais c'était gratuit. Maintenant, s'il faut une prise en charge de 20 000 francs et après, ces gens vont demander à être intégrés, est-ce que tout ça a été intégré dans cette mesure? Ok, merci. Je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne s'agit pas de salaire. Il s'agit de primes. On peut le qualifier de tout sauf un salaire. Le principe de l'agent de santé communautaire est qu'il doit être un individu qui a des intérêts dans la communauté. Et il est là pour servir la communauté. C'est pour cela que dès le départ, c'était gratuit. Mais la réalité a rattrapé tous les pays qui ont expérimenté. Et au Burkina Faso, nous étions passés à 5 000. Parce que même si c'est gratuit, il y a quelque part un manque à gagner pour cet agent qui aurait pu faire autre chose, mais qui donne son dévouement à la société et à sa communauté. Et ces 5 000 francs, nous l'avons réévalué pour dire qu'il y a des efforts à faire et ces efforts, l'État burkinabé est prêt à les prendre. Et au niveau de nos partenaires techniques et financiers également, ils sont disposés à nous accompagner. C'est ce qui nous a amené à proposer une prime de 20 000 francs et non pas un salaire. Et le recrutement est basé sur le volontariat. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit d'abord volontaire pour servir sa communauté, qui ait des intérêts directs dans la communauté pour pouvoir faire ce travail. Monsieur le ministre, on va parler d'autres points de l'actualité. On a, par exemple, ce sujet sur la délocalisation du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo qui défait la chronique depuis un certain moment. Le chantier qui a été enregistré accuse un retard dans l'exécution. Pourquoi cette situation? Bon, j'avoue que voilà, c'est une préoccupation. Moi-même, je viens de Yalgado et j'ai été en mars 2004. Normalement, je devais déménager comme tous les autres chefs de service. Malheureusement, à cette date, le déménagement n'est pas effectif pour plusieurs raisons sur lesquelles je n'aimerais pas venir là, mais des initiatives ont été prises. J'ai rencontré le maître d'ouvrage délégué qui est Faso Bara, on a échangé, j'ai rencontré à plusieurs reprises toutes les personnes impliquées donc, dans ce travail. Oui, le projet initial
ce n'est pas complètement une délocalisation, mais c'est une extension pour essayer un peu de désengorger l'affluence au niveau des Yalagado qui devient insupportable. Mais si vous voyez, vous avez suivi bien la campagne et les déclarations du président de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, il est question de prendre cette complexité de Yalagado en compte au niveau de la ville de Ouaga en créant ce qu'il appelle des hôpitaux d'arrondissement. Donc au lieu que ça soit une extension de Yalagado qui va être encore difficile, sur un site nous avons du mal, si nous passons à des sites, il est évident qu'il y aura des problèmes. Donc nous voulons mettre en œuvre cette vision donc, du président en transformant purement et simplement donc, cette extension à un hôpital d'arrondissement qui pourra s'appeler l'hôpital d'arrondissement de Bogodogo ou du secteur 51, l'ex-secteur 30. Il y a des avancées, donc avec les maîtres d'ouvrage délégués qui est Faso Bara, il nous a promis de nous rendre les clés donc, des bâtis en fin mai. Okay. Donc nous pensons qu'avant la fin de cette année, cet hôpital va être fonctionnel et que nous allons pouvoir soulager nos compatriotes qui n'attendent que ça. On a également eu cette information concernant une femme qui aurait perdu la vie suite à une chute de la table d'accouchement à Yalagado. Monsieur le ministre, quelle est votre version des faits? Bon, je répondrai en absolu que en tant que ministre, je n'ai pas une version des faits. Il y a les faits qui nous ont été rapportés. Et je tiens d'abord à présenter mes condoléances donc, à cette famille, donc, en tant que ministre de la Santé, mais au nom de tous mes collaborateurs, parce que la perte d'une mère, surtout quand elle vient pour donner la vie, est assez douloureuse. En dehors de cela, par rapport à votre question, je tiens simplement à dire que dès que nous avons été saisis et nous avons appris l'information, nous avons donné instruction au secrétaire général pour qu'il en sache davantage, qui a demandé au DG un rapport circonstancié sur la question. Nous attendons, le DG nous a promis une investigation, nous attendons les éléments de ce rapport pour envisager les solutions idoines pour que ce genre de choses n'arrivent plus jamais dans notre hôpital. Et monsieur le ministre, il y a également les syndicats qui sont en colère. Et quelle est votre stratégie pour résoudre leurs problèmes? Je pense que les sociétés progressent parce qu'il y a des luttes syndicales. Et je le dis parce que nous sommes tous passés par là et ce n'est pas exclu que nous répartirons. Actuellement, la lutte a changé de sens. Nous sommes à un niveau où nous avons une responsabilité de coordonner l'ensemble et ces luttes et aussi autre chose. Donc, dès que nous avons été mis au courant donc, de ce mouvement-là, nous avons écrit systématiquement aux syndicats et demandé à les rencontrer pour des échanges. Et ces échanges se sont très bien passés. Ces échanges se sont très bien passés. Nous avons eu, je crois, 2, 3 et une quatrième rencontre, normalement demain. À la première rencontre, donc les 3 autres rencontres font suite à ce qui a été arrêté lors de la première rencontre. Sur beaucoup de points, nous avons les mêmes préoccupations. Les syndicats estiment que Yalagado ne répond plus aux normes. Ça, c'est vrai. Les conditions de travail ne sont pas du tout... Voilà, ce n'est pas forcément... voilà, ce n'est pas le souhait, c'est le souhait des personnes qui aujourd'hui Yalagado pose un problème. Donc, il y a des questions spécifiques qui ont été soulevées par les syndicats et nous avons mis des petits groupes de réflexion et les syndicats sont inclus, l'ensemble des syndicats, l'ensemble des acteurs de Yalagado sont inclus dans ces groupes de réflexion et nous espérons que nous allons parvenir à une solution donc, qui permettra de satisfaire toutes les parties. Merci monsieur le ministre d'être venu sur notre plateau pour nous apporter toutes ces précisions, en tout cas tous ces éclaircissements par rapport aux mesures gouvernementales concernant la gratuité des soins de la mère et de l'enfant. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et nous allons maintenant à Saint-Cancé pour prendre les nouvelles du poste de contrôle juxtaposé réalisé par l'UEMOA en 2010 dans le but de faciliter la circulation des personnes et des biens entre le Burkina Faso et le Togo. L'instrument ne fonctionne plus normalement. L'administration douanière du Togo n'est plus sur le site depuis novembre 2014. Pourquoi ce retrait et que reste-t-il en fait de cet outil auquel on avait nourri des ambitions d'intégration? Des réponses dans ce dossier que nous propose Jean-Eudes Bayala et Aboubakar Sagnon. Poste de contrôle juxtaposé des Saint-Cancé. Construit en 2010, le poste de contrôle juxtaposé est un dispositif de l'UEMOA visant à regrouper sur le même site les administrations douanières du Togo et du Burkina Faso. Les objectifs du PCJ de Saint-Cancé, c'est de faciliter le franchissement à la frontière des personnes, des véhicules, des moyens de transport et tout autre bien en réduisant les coûts et les délais
de passage aux frontières. Mais cette expérience pilote de l'UEMOA a du plomb dans l'aile. Actuellement, il n'y a sur le site que les structures de contrôle aux frontières du Burkina et la police togolaise. Depuis le 29 novembre 2014, la douane togolaise s'est retirée du poste suite à un mouvement d'humeur des chauffeurs routiers. Depuis le départ, alors il y a un comité consultatif qui a été mis en place pour le suivi de l'opérationnalisation des PCJ. Ce comité consultatif-là, en partenariat avec l'UEMOA, est en train d'œuvrer pour le retour de la douane togolaise sur le site. Ils ont posé un certain nombre de conditions, notamment l'amélioration de la sécurité. La douane togolaise n'est restée sur le site que quelques mois. Plusieurs difficultés entravent l'opérationnalisation du poste de contrôle juxtaposé des 5C qui devrait être fonctionnel depuis janvier 2002. Nous pouvons citer entre autres le faible niveau d'implication des principaux acteurs concernés. Il y a aussi l'inadéquation des bureaux pour certains services de contrôle comme la douane. Il faut noter aussi que la capacité d'accueil du parking est déjà dépassée au regard du volume du trafic qui est estimé à entre 200 à 250 véhicules par jour. Le poste de contrôle juxtaposé des 5C fonctionne donc comme un bureau de douane classique. Ces camions en provenance du Togo attendent de faire les premières formalités avant d'entrer sur le territoire burkinabé. Donc il vient par exemple, l'apprenti va passer tout de suite voir si son acquis est arrivé à la guérite. C'est-à-dire que si ces documents sont là, on va identifier le véhicule, son numéro, voici tous ces documents que la transmis sont là, la douane togolaise a transmis sont là. Maintenant on enregistre et puis il passe. Le document fourni suivra un circuit administratif précis. Il est d'abord traité par la brigade commerciale avant d'être transmis à la section vérification. On contrôle les documents pour voir s'ils sont conformes avec les éléments portés sur la déclaration. Ça, c'est le contrôle documentaire. Il y a la visite effective, c'est-à-dire qu'après le contrôle documentaire, si le vérificateur n'est pas satisfait, là, il se déporte au camion, il fait ouvrir et il regarde vraiment pour voir si c'est la marchandise. La section vérification calcule aussi le fonds de garantie qui représente 25% de la valeur de la marchandise, puis envoie la déclaration à la section liquidation pour le paiement. La brigade en ligne se charge de l'escorte de la marchandise jusqu'au bureau de douane de destination. Elle est aussi chargée de lutter contre la fraude. Et les produits concernés par ces actions de lutte contre la fraude, c'est principalement l'huile, le sucre, les motos et évidemment les stupéfiants. Par exemple, pour l'année 2015 et le premier trimestre 2016, là, en matière de stupéfiants, nous avons pu mener des actions de saisie portant sur environ 248 kilos de chanvre indien. Le transit représente plus de 95% des opérations faites par le bureau des douanes de 5C. Le syndicat des travailleurs de l'éducation de base déterminé à élever le niveau de conscience politique et syndicale de ses délégués pour des luttes mieux organisées. Une ambition affichée lors de son 18e congrès qui a réuni à Ouagadougou les 18 et 19 mars dernier les représentants des 45 provinces. Le congrès va aussi se pencher sur les modalités de recrutement des enseignants du poste primaire annoncées par le gouvernement. Les principales conclusions du congrès avec Ibrahima Sombié et Iniwalkoy Janine Kambiri. Pour ce 18e conseil syndical ordinaire, l'objectif pour le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base SINATEB est d'élever le niveau de conscience politique et syndicale de ses délégués. Le but est de mener des luttes bien organisées pour l'aboutissement d'un système éducatif au service du progrès social et de la libération nationale. L'éducation est confrontée à d'énormes difficultés, effectifs pléthoriques, manque et mauvais traitement des enseignants. Et le Conseil s'est penché notamment sur la question du recrutement des enseignants du poste primaire.
il est aussi important que les enseignants qu'on met à la disposition de nos écoles et de nos établissements soient des enseignants recrutés avec un niveau acceptable, formés conséquemment et qu'ils aient l'ensemble des moyens pédagogiques nécessaires pour pouvoir assurer des enseignements-apprentissages de qualité pour les enfants. Ce conseil qui a duré 2 jours a regroupé 145 participants venus des 45 provinces du Burkina. Une mobilisation qui traduit la volonté du SINATEB de trouver des solutions aux préoccupations du monde enseignant. Il interpelle le gouvernement pour la mise en œuvre effective de la loi 081 applicable aux agents de la fonction publique. Nous avons été suffisamment formels lors de cette instance et il n'y a pas de temps à donner à une autorité quelconque parce que nous avons tenu informer les autorités actuelles avant qu'ils n'arrivent au pouvoir de la nécessité de s'occuper des questions présentes des travailleurs au Burkina Faso. Le SINATEB, tout en appelant l'État à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité pour faire face aux attaques terroristes, dit rester mobilisé et vigilant pour mener des actions futures. Le but est de contribuer à la construction d'un système éducatif au profit de tous les enfants du Burkina. Voilà, c'était donc les principales conclusions du conseil syndical du SINATEB qui s'est tenu à Ouagadougou des 18 et 19 mars dernier. Le prochain salon du mariage de Ouagadougou se tiendra du 26 au 29 mai prochain. L'annonce a été faite par les organisateurs à la presse. Et puisque le pagne tissé est dans l'air du temps, le CIMO 2016 sera marqué du sceau du développement du commerce national et international du pagne tissé, enjeux et perspectives. Claudine Bikaba. Le Damfani sera sous les projecteurs au Salon international du mariage de Ouagadougou, CIMO. Une annonce faite par le comité d'organisation de cet événement qui est à sa 4e édition. L'objectif principal de cette édition, c'est de faire connaître le Faso Damfani. C'est pourquoi nous organisons le WAB, le Wedding Awards du Burkina, qui va permettre aux stylistes de coudre en fait des robes de mariée uniquement faites en Faso Damfani. Une autre innovation à cette édition, l'élection Miss Ronde Burkina 2016. Elle mettra aux prises 10 concurrentes. On a une page sur Facebook, Sissi Ronde et Sexy. On essaie de coacher les femmes en forme, le relooking et tout. Et bon, l'idée nous est venue par rapport à la page parce qu'il y a plein de monde qui nous ont demandé pourquoi ne pas faire un truc de Miss pour valoriser la femme. On s'est dit, bon, on va tenter le coup. Donc on a essayé de mettre ça dans le CIMO cette année pour essayer de valoriser la femme burkinabé. L'une d'entre elles repartira avec une moto. Le CIMO se tiendra du 26 au 29 mai prochain au FESPACO, 4 jours durant lesquels il sera servi une exposition vente, une rue marchande et une soirée gala pour marquer le coup de cette édition. Hors de chez nous, Barack Obama attendu sur le sol cubain aujourd'hui. Le président américain devrait parler de la problématique des droits de l'homme à Cuba devant Raúl Castro. C'est une visite historique depuis plus de 100 ans et qui marque la reprise symbolique des relations entre les deux pays. Un président américain se posera sur le sol cubain cet après-midi. Une visite historique et une première depuis presque un siècle et qui marque de manière symbolique et forte le rapprochement entre les deux voisins ennemis. Un rapprochement voulu par Washington après des dizaines d'années de brouille diplomatique et d'embargo économique sur l'île de Cuba. Réaction d'une Cubaine. La chose la plus importante après ces 90 années, c'est que ce président noir vienne ici, à Cuba, pour unir notre relation et mettre fin à toutes les choses insensées. Mettre fin à l'embargo, mettre fin à l'humiliation de la base navale de Guantanamo. Le monde a besoin de paix. J'espère qu'il est vrai que l'intention du président et du gouvernement américain est une amitié sincère, sans condition, sans intérêt, mais plutôt une relation de respect. La chaîne hôtelière américaine Starwood a annoncé qu'elle allait ouvrir 2 hôtels à La Havane, devenant ainsi la première multinationale américaine à s'installer à Cuba depuis la révolution castriste de 1959. Mais Cuba n'est pas encore un véritable ami et allié des États-Unis, loin de là. Obama a prévenu qu'il évoquerait directement devant Raúl Castro la situation problématique des droits de l'homme.
Voilà pour le Midi Magazine de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. Excellente journée dominicale à tous et à toutes et une très bonne reprise de travail pour demain. À bientôt.